bascule, va défendre, mais c'est tout le travail de Gramsci aussi, enfin bon, alors, sans vouloir me comparer à Gramsci, hein, attention, mais voilà, et sans vouloir terminer comme lui surtout, donc qui a terminé en prison, torturé, ainsi de suite. Mais enfin bon, je pense que là on est dans un mécanisme de dénégation et ça me paraît problématique. Chez des militants du front de gauche, du parti de gauche, c'est d'autant plus problématique quand on regarde la composition de ces partis. C'est-à-dire, qui est représenté, où la classe ouvrière est aujourd'hui représentée. Elle ne l'est pas dans les médias, qui appartiennent à la petite bourgeoisie intellectuelle. Je vous renvoie à mon propre bouquin, Les petits soldats du journalisme, les origines sociales des journalistes. À qui appartiennent les ouvriers? Là, on a des statistiques, les députés, pardon. On a des statistiques sur qui sont les députés. Alors, 30% de la population, c'est des employés, 1,3% des députés, 25% des actifs sont ouvriers, 0,5% de l'Assemblée, 15% du pays, c'est les professions supérieures, et c'est 83% des parlementaires. Et c'est vrai aussi, il faut bien dire, c'est vrai aussi dans les partis de gauche. Les partis de gauche, mais c'était vrai du NPA, je pourrais sortir des stats plus complètes, mais je peux vous en procurer quelques-unes. J'aimerais bien connaître la composition du parti de gauche, mais c'est un parti, pour moi, c'est à l'intuition comme ça. Alors vous pouvez trouver des exceptions et tout ça, où il y a un paysan qui vient, et puis quelques ouvriers, des jeunes précarisés, tout ça, mais c'est un parti de la petite bourgeoisie intellectuelle. Et bien souvent de la petite bourgeoisie intellectuelle de la fonction publique. Ce qui induit par exemple un rapport à la mondialisation qui n'est pas du tout le même que les salariés du privé. Parce que la fonction publique est protégée et il faut maintenir cette protection et vous souhaitez qu'elle s'étende, mais elle est protégée des dégâts de la mondialisation. Donc le rapport à la mondialisation va être complètement différent dans la fonction publique de ce qu'elle est chez les ouvriers, dans les classes populaires qui sont liées au privé. Donc ça va induire des réactions complètement différentes à cette mondialisation. Donc vous voyez, donc là, attention. Là, on est dans un... Excusez-moi, mais j'analyse ça comme ça. On est dans un mécanisme de dénégation. Et moi, ce que je ne dis pas ça pour culpabiliser en disant, regardez, le parti de gauche, vous êtes un parti de petits bourgeois, c'est grave, machin. Moi, là, toutes les AG de Fakir qui commencent, quand on fait une assemblée générale, je commence à dire, regardons qui nous sommes. Nous sommes des petits bourgeois. Acceptons-le. Ouais, voilà, on va pas se battre la coule. Il y a des exceptions dans l'équipe. Hein. Bon, voilà. Mais en gros, le nœud, il est là. Donc bon, c'est ça qui fait l'inertie. Ça veut dire que si on est sur une pente, il vaut mieux la connaître si on ne veut pas glisser dessus. Moi, Attends, je termine. Je dis toujours, voilà, nous sommes ça. Ça induit un certain nombre de sujets. Il y a des sujets qui ne nous apparaissent pas comme journalistes appartenant à une classe sociale parce qu'on ne les rencontre pas dans notre quotidien. Et donc, on les oublie. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une tension permanente pour avoir des contacts, des recherches, des informateurs et tout ça dans les classes populaires. Et qui ne soient pas éventuellement que des informateurs syndiqués et ainsi de suite, vous voyez. Mais il y a avoir cette tension. Et je le dis parce que je pense qu'il faut que le front de gauche soit en exigence avec lui-même de vérité sur sa composition sociologique, sur ce que ça peut induire en matière de programme, de tout ça, et d'être en tension pour retrouver le chemin des classes populaires, qui n'est pas un chemin aujourd'hui qui, après 30 ans de dépolitisation, n'est pas un chemin qui est facile à retrouver. La voie a été ouverte, il me semble, pendant la campagne électorale de manière intéressante. Le chemin n'est pas terminé, mais la voie a été ouverte. Juste pour apporter un éclairage, mais simplement pour déculpabiliser cette différence de classe, et oui, je me reconnais dans cette petite bourgeoisie intellectuelle, et pour faire le lien entre ces deux classes qui est fondamental, c'est que le passage de la classe ouvrière à cette petite bourgeoisie intellectuelle, c'est l'ascension sociale. Et nos parents et nos grands-parents viennent de la classe ouvrière pour beaucoup. Et voilà, je veux dire, ça déculpabilise sacrément. Et ils se sont bagarrés justement pour qu'on fasse des études et puis pour qu'on acquiert des diplômes. Et on se retrouve, de fait, dans une autre classe que celle qu'ils occupaient avant. Si vous permettez, camarade. Oui, camarade. Je vais prendre un exemple relativement simple. On prend un ingénieur en informatique, par exemple. C'est un petit bourgeois, instruit. Il n'a pas fabriqué l'ordinateur avec lequel il travaille. Il n'a pas produit l'électricité pour l'alimenter. Il n'a pas transporté la machine jusqu'à son bureau. Les ouvriers là-dedans, ce sont ceux qui ont produit la machine, produisent l'électricité, font le transport. S'ils s'arrêtent, ils arrêtent tout le monde. Et ça, en fait,
Quand on est petit bourgeois, c'est pas une insulte, c'est une classe sociale. Il faut revenir au marxisme de base. Et donc, ceci dit, l'espérance, je vais conclure là parce que je sais pas. Si tu permets, il y a une dernière question parce que je ne l'avais pas vue depuis deux tours. J'avais juste une remarque. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la séparation entre la petite bourgeoisie et puis les classes les ouvriers et populaires. Mais il y a un exemple, moi, qui me tient à cœur et que je trouve très symptomatique, c'est ce qui s'est passé dans la fonction publique, où quand même, dans l'indifférence des classes, des catégories A et des catégories B, on a laminé les catégories C. On faisait des échanges, on avait pour 3 postes de catégorie C un poste de catégorie A, et on a poussé un certain nombre d'administrations et d'universités à laminer les catégories C dans l'administration et à cesser d'avoir des emplois de catégorie C qui étaient quand même protégés par la fonction publique. C'est quand même un phénomène qui est intéressant. Alors, en clair, on a fait un papier là-dessus. C'est les femmes de ménage à l'université, par exemple, qui passent de contrats publics protégés avec un certain nombre d'heures et puis tout ça, en délégation de services publics, ou en recherche, et où finalement ils ont plus que des mi-temps, ne sont plus associés à la fac, donc ne viennent plus aux AG, et ça a un rôle important sur la politisation. Le mode de politisation des gens qui sont intégrés à des grandes structures comme ça ou qui sont périphériques, ça va produire des effets complètement différents. Donc effectivement, ça c'est bon. Je voulais dire oui, en réponse aux camarades qui parlaient de l'informatique. Ceci dit, la fin du Grand Bond en arrière, qui est un ouvrage de Serge Halimi, dit voilà, en gros, c'est le combat des Horaces contre les Curiaces. Dans un premier temps, le prolétariat s'est fait bouffer et les autres l'ont regardé, ont regardé ailleurs éventuellement. Ils n'ont pas applaudi, mais ils ont regardé ailleurs, voire ils ont été compatissants. Ils ont dit oui, c'est pas bien, faut se former davantage, vous voyez. Ou alors on peut espérer qu'avec davantage de lutte à l'étranger, ça va remonter le niveau. Enfin bon, vous voyez, tas de trucs comme ça, un peu passiviste, l'attentisme. La fin du Grand Bond en arrière, c'est le pari que peut-être effectivement les cadres de l'informatique se transforment en pronétariat. Deviennent soit à son tour touchés par cette mondialisation et doivent qu'ils soient amenés à avoir un même réflexe et que ça puisse créer une solidarité de classe. Ça c'est un travail à mener dans les esprits, c'est pas un travail qui est gagné d'avance, hein, ni dans ce qui reste de la classe ouvrière, qui est quand même un monde ouvrier qui est quand même qui a subi un certain nombre de dégâts, de chocs psychologiques et ainsi de suite, ni sur le terrain des cadres. Je conclurai simplement, on est place Ambroise Croizat. Vous savez qui est Ambroise Croizat? Non. Voilà. Il y a quelques noms dans l'assistance. La place n'a pas de nom, me disait Leïla, quand ça n'est pas marqué sur les plans. Bon. Pardon, pas encore marqué sur les plans. Alors, qui est Ambroise Croizat? C'est le fondateur de la Sécurité sociale. Je vais juste vous raconter cette histoire-là en bref. Son père, qui s'appelle Antoine Croizat, c'est parce que c'est le mouvement, la dynamique qui construit de jonction entre haut et bas, c'est celle dans laquelle on peut et on doit se situer à mon avis. Son père, Antoine Croizat, est ouvrier dans une fonderie d'aluminium, il me semble, à Notre-Dame de Briançon en Savoie. En 1906, il y a un accident du travail qui fait 4 morts. Il est le leader qui va porter la grève, une grève qui va durer 10 jours, pour qu'il y ait la possibilité d'avoir un syndicat à l'intérieur de l'usine et qu'il y ait une première caisse de solidarité. Il y a une caisse de solidarité, quelques mesures en matière de santé localement qui sont fondées. C'est épique la manière dont est menée la grève, mais on l'invite à quitter l'usine. Au terme de ces 10 jours, il doit quitter l'usine, il est licencié, il part dans une autre entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est quand même, son fils, Ambroise, qui quitte Notre-Dame de Briançon, il y a une fanfare qui est venue l'accompagner à la gare. Il y a toute la foule des ouvriers qui vient l'accompagner à la gare de Notre-Dame de Briançon, qui vient accompagner. Il a quoi, 5 ans à l'époque, il est né en 1901. Bon, il entre au Parti communiste pendant la guerre, il entre à la CGT, puis à la CGTU, il est partisan de la réunification des deux syndicats, il est élu député. Alors, ça m'amuse quand j'ai appris ça, il se balade dans toutes les villes où il va faire des meetings, des débats comme aujourd'hui, mais parfois dans des salles où il y a beaucoup moins de monde que ça. Et ce qu'il fait vivre, c'est qu'il vend son journal. Vous voyez? Donc je vous invite à me faire vivre. Et non, mais c'est héroïque. C'est une construction héroïque. Il y va avec sa petite valise. Et à la fin du meeting, du débat, il vend son journal et c'est ce qu'il fait vivre. Bien qu'il soit secrétaire de la métallurgie à la CGTU à l'époque. Il est partisan de la réunification des deux syndicats. Il est élu député en 1936. C'est lui qui impulse les conventions collectives. Ensuite, il a été fait prisonnier avant même la guerre, puisqu'il est député communiste.
et qu'on dit qu'avec le pacte Ribbentrop-Molotov, il va trahir, c'est comme si on avait fusil dans le dos et tout ça. Il est envoyé au bagne dans le Maghreb. Il revient en 1945, il pèse, il me semble, 36 kilos, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui, élu à nouveau à l'Assemblée consultative de 1945, une assemblée qu'on appelle Rouge Écarlate, pour dire l'importance du vote malgré tout, qui est l'Assemblée Rouge Écarlate. Il est élu, il devient ministre. On va appeler ensuite ministre des pauvres, mais ministre des travailleurs. Il propose la sécurité sociale. Il la propose, elle est mise en place en 6 mois. Parce qu'il sait que quand une fenêtre s'ouvre dans l'histoire, elle se referme bien vite. Et il fait pression, il ne faut pas croire que ça se passe comme dans du beurre. Il y a des ministres comme René Pleven à l'intérieur du gouvernement, des ministres de droite qui font tout pour traîner des pieds, pour disant pas qu'il ne faut pas que ça se passe, mais il faut attendre, vous voyez. C'est pas possible tout de suite, il faut attendre, c'est toujours des mesures dilatoires, vous voyez. Et donc, à ce moment-là, il le fait en 6 mois en s'appuyant, il y a des comités qui se montent, dans tous les départements, il y a des comités de soutien qui se montent. Il menace en permanence de lancer des grèves si jamais ça ne devait pas se faire, si jamais la bourgeoisie traînait trop des pieds. Et ce sont des travailleurs à la base qui vont construire les premières sécurités sociales sur leur temps libre, qui vont aller construire physiquement, faire de la maçonnerie et construire les premières caisses de sécurité sociale. On l'oublie quand on voit ces immenses bâtiments. Qui vont aller récupérer les feuilles de soins pour habituer les gens à faire tout ça. Là, on est dans un mouvement qui me paraît intéressant entre le bas. On a commencé par des petites expériences locales, ça a été les caisses de solidarité. Mais on voyait bien que si on fonctionne comme ça, si on attend que juste les petites expériences, elles se multiplient, on n'y parviendra pas. Donc il faut une grande loi nationale. Mais la grande loi nationale, ça ne peut se faire que parce qu'il y a ce rapport de force permanent à la base. Sinon, évidemment, ils auraient traîné des pieds et on n'aurait pas emporté. Bon, ça me paraît une dynamique qui est une dynamique extrêmement intéressante. Juste un point, j'ai appelé ce matin. On a fait donc un reportage sur Ambroise Croizat et où on voyait que Johnny Hallyday est dans le Petit Robert. Des noms propres. Rick Azaray est dans le Petit Robert, des noms propres. Quand on regarde à Croizat, on a Claire Croizat Santé, cantatrice française 1882-1946, puis on passe à Kroll 38 commune de l'Isère. Entre les deux, vous voyez là on a une cantatrice, donc c'est la bourgeoisie. Entre les deux, on n'a pas Ambroise Croizat. Vous voyez, on a ça, on n'a pas Ambroise Croizat. Donc j'ai téléphoné au Petit Robert pour dire que j'étais pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce trou dans le dictionnaire? On peut pas, un dictionnaire ne peut pas être exhaustif, d'accord, mais c'est quand même le fondateur de la Sécu et de plein d'autres choses, les retraites et ainsi de suite. Bon, donc on a fait une lettre, on a fait signer la lettre par des résistants, Walter Bassan et ainsi de suite, quelques résistants. Bon, ça me rappelait moi cette phrase de George Orwell dans 1984. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Donc c'est une nécessité de... Voilà, c'est tout cette histoire ouvrière. Il faut s'appliquer à la défendre, à faire qu'elle ne soit pas oubliée, à la raviver. Et donc, j'ai appelé ce matin, comme je savais que je venais place en place, j'ai appelé ce matin pour savoir ce qu'il en était dans la prochaine édition du Robert. Donc, grâce à Fakir, Ambroise Croizat entre dans le Petit Robert. Donc je vous lis en intégralité la notice. Croizat Ambroise, homme politique français, Notre-Dame de Briançon 1901, Suresnes 1951, ouvrier métallurgiste, membre du Parti communiste dès 1920, député 1936-1940, emprisonné et déchu de ses droits en tant que communiste entre 1939 et 1944. Il fut ministre du Travail, puis du Travail et de la Sécurité sociale de 1945 à 1947. Il participa à la création et à la mise en place de la sécurité sociale et eut une influence considérable sur l'établissement des comités d'entreprise et des conventions collectives, sur le statut des délégués du personnel, le régime des prestations familiales et celui des retraites. Voilà la petite victoire qu'on a, mais non, nous n'en avons de tout considérable. Et je vous remercie pour votre attention dans des conditions pas faciles. Il est déjà dans le Larousse, il me semble. Bon. Hein? Donc Alors, demandez Fakir. on peut bien chercher le Fakir. Je vous remercie tous d'être venus. Écoutez donc François Ruffin et votre candidate. Leïla Chebbi, comme vous l'avez compris, attaquera la précarité à partir des gens. Et en attendant, le 2 juin, il y aura donc une journée, ça va commencer à 15h. Une fête de
campagne. Une fête de campagne qui aura lieu à la place Paul Éluard. Place Verlaine. Paul Verlaine. Paul Verlaine. C'est dans le dictionnaire. À partir de 17h. 17h. Donc le 2 juin à partir de 17h. Pascal